Donc nous sommes en compagnie de Édouard Brazé et Alivoc, chanteur fondateur du groupe de black metal épique Belloré, que vous pourrez entendre tout à l'heure si vous êtes sage. Donc au commencement était le merveilleux et son cortège de contes et légendes. Depuis la nuit des temps, l'humanité transcende son existence par des récits fantastiques, reflets singuliers d'une culture, d'un pays, d'une région, parfois d'un plus petit territoire encore. Et le métal se fait, depuis ses premiers cris ou presque, l'écho de cette universalité, mettant en musique des récits classiques, des grands mythes, on pourrait même parler de signatures. Nombreux groupes s'inscrivent dans des courants mythologiques, d'autres élaborent un récit propre, on y viendra donc tout à l'heure, construisent des mondes uniques à partir de grands mythes, mais également légendes, créatures fantastiques, petits peuples, sorcellerie, armes magiques, malédictions, autant d'éléments incontournables que l'on retrouve dans les paroles et dans l'imagerie aussi du métal. Donc nous partons à l'aventure en compagnie d'Édouard Brazé, écrivain, conteur, spécialiste du merveilleux, elficologue, on pourrait dire, de renom. Si vous ne connaissez pas l'elficologie, il est temps de vous y mettre. Et Alivoc, fondateur du groupe Belloré, fondateur voix et paroles univers, groupe particulièrement riche, qui a développé tout un univers qui lui est propre. On va commencer avec toi, Édouard. Comment es-tu venu à l'univers du merveilleux, du petit peuple? Il n'y a pas forcément de cursus universitaire pour devenir spécialiste des contes et légendes, des mythes, des elfes? Alors, c'est venu un petit peu par hasard. Enfin, le hasard n'existe pas en Ferré, mais j'étais dans une précédente vie, j'étais journaliste et je faisais des livres d'investigation, de journalisme d'investigation. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un travail journalistique, documentaire, sur des choses qui ne se voient pas. Et donc, sur l'invisible. Et donc, l'invisible, c'était justement le petit peuple, c'était les fées, c'était les elfes, c'était les nains, qui ne se voient pas. C'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Donc, l'idée, c'était de montrer qu'ils existent sans qu'on puisse les voir. Et donc, j'ai fait un premier livre qui remonte assez longtemps, qui s'appelait Enquête sur l'existence des fées et des esprits de la nature. Et au cours de cette enquête, je me suis aperçu qu'en fait, ce monde existait, en tout cas dans les croyances, notamment celtiques, anglo-saxonnes, nordiques, etc. Donc, je suis tombé dans une marmite enchantée dans laquelle il y avait plein d'histoires extrêmement intéressantes. C'était bien avant Harry Potter, avant les films sur le Seigneur des Anneaux, avant tout ça. Donc, c'était un monde qui était assez vierge, assez méconnu ou inconnu en France. Et donc, je me suis passionné pour ça. Puis j'ai fait un livre. Je pensais que c'était le seul que je ferais. Puis après, je faisais autre chose. Puis en fait, je suis resté. Donc, je pense que les petites dames fées m'ont capturé. Et j'ai continué à écrire des livres et des livres et des livres jusqu'à. Il y a peu de temps, j'ai encore continué à en faire. Donc, pour donner vie en quelque sorte, mais à travers. Toujours avec cette volonté de ne pas partir dans mon propre imaginaire, mais de rester respectueux en fait, imaginaire des autres. Donc en fait, je suis assez proche des contes et légendes tels qu'ils ont été racontés, et j'essaie de les transcrire comme ça, et puis les donner à lire de façon à ce qu'on puisse. Et puis chaque fois, mettre les sources, mais notamment dans les encyclopédies que j'ai pu rédiger, mettre les sources qui m'ont inspiré de façon à ce que chacun puisse aller chercher l'origine de ce que je peux raconter. Oui, donc c'est un vrai travail documentaire, presque. Enfin, pas presque, parce que comme tu le disais, même si on ne les voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc un travail de documentation et d'archives autour de toutes ces traditions qui sont pour la plupart orales, donc qui risquent de se perdre ou peuvent en tout cas se dénaturer avec le temps. Oui, alors par exemple là, le projet, un des projets que j'ai mené à bien il y a quelques années, c'était un dictionnaire, une encyclopédie du merveilleux. Et en fait, il existait des encyclopédies du merveilleux en Angleterre, notamment celle d'une anthropologue de la féerie qui s'appelle Catherine Briggs, et qui a écrit des ouvrages entiers sur ce petit peuple, mais de façon très précise, en donnant par exemple les histoires de tel ou tel goblins ou hobgoblins dans telle région d'Angleterre. Dans le Somerset, c'est pas la même chose que dans le Devon. Donc, ils ont des noms différents, ils ont des apparences différentes, ils ont une façon de vivre différente. Et donc, ça m'a fasciné en disant comment peut-on être aussi précis, comment peut-on faire un tel travail d'anthropologie à partir d'êtres qui, encore une fois, par définition, ne sont pas visibles
et peut-être n'existe que dans les croyances des gens. Et donc, j'ai essayé de faire un peu l'équivalent en français. Puis, à l'époque, le domaine était assez peu fréquenté, à part mon vieux complice Pierre Dubois, qui avait pris les devants et qui lui-même avait écrit donc ses encyclopédies des fées, des elfes, des nains. Enfin, lui, c'est un peu spécial parce que lui, il fait vraiment partie de ce monde-là. Pierre Dubois, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Pierre Dubois, c'est un être de l'autre monde, quoi. Il est très étrange. Alors, il n'a pas de voiture, de toute façon, il n'a pas de permis, il n'a pas de téléphone portable, il vit dans un endroit un peu bizarre. Sa garde-robe tient dans une petite, même pas une valise, mais un carton. Donc, voilà, il vit comme ça dans un monde extrêmement étrange. Et pour moi, quand je connaissais ses livres, mais après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est vrai qu'on a passé des moments incroyables, à la limite de la féerie de ce monde-ci, qu'on dit être le monde réel. Mais en fait, les deux s'interpénètrent. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et toi, Alivoc, comment es-tu rentré dans ce monde par quel, avant même que ça influence ta musique et ce que tu crées au-delà de ta musique, comment es-tu entré dans le merveilleux, si on peut dire, ou le légendaire En fait, je suis rentré par la porte de l'historicité. Avant, quand j'ai commencé la musique, j'étais pas vraiment dans les univers fantastiques, j'étais plus dans les univers très scientifiques. En fait, je lisais beaucoup plus de revues scientifiques que de livres sur le fantastique. Et c'est en intégrant un groupe en 2008 qui s'appelle Dark Kennel, qui est un groupe français de black metal qui parle de châteaux, de vieilles pierres, etc. Où justement eux étaient vraiment dans l'historicité médiévale et un peu l'imaginaire, avec un peu tout un aspect très, très historique de château français, mais l'aspect un peu bestiaire fantastique dans les paroles. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce sujet et à me documenter, et puis à commencer à lire certains ouvrages et à m'intéresser aussi au groupe justement de métal qui était plus dans un style de métal folklorique, voilà, qui sont souvent des groupes d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est, et qui ont justement dans leur soit qui s'inspirent d'écrivains existants. Il y a énormément de groupes qui s'inspirent de l'univers de Tolkien. Voilà, c'est limite devenu un style de métal, c'est le Tolkien metal, voilà, qui est vraiment un style qui a été très popularisé par le groupe Summoning, du coup, les Autrichiens. Et du coup, il y a eu beaucoup de petits après ce groupe-là, quoi. Et en fait, j'ai aussi appris l'existence de certains ouvrages à travers des groupes qui proposaient justement d'autres univers, d'autres écrivains, voilà, qui s'inspiraient du lore d'autres écrivains, voilà. Et c'est un peu comme ça. C'est plus par la porte de la musique au départ que par un autre biais, quoi. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire un peu ma culture perso. Et quand j'ai créé le projet Belloré, qui au départ devait mener à rien, quoi. C'était un hobby. Je passais le temps à faire des compositions dans mon salon, et puis sans plus, quoi. Voilà, c'était vraiment un projet solo pour passer le temps, quoi. Et au bout d'un moment, quand on fait de la musique, faut écrire des paroles quand même. Voilà. On dit voilà. Et du coup, je vais rester un peu large et tout. J'avais juste, c'est une musique qui est quand même très qui est atmosphérique, qui essaye par les instrumentations de évoquer un peu soit des paysages, soit des périodes, en fait, voilà, selon les instruments que j'utilise. Et du coup, j'ai essayé d'écrire des paroles qui accompagnaient vraiment la musique. Les paroles sont au service de la musique et pas l'inverse. Voilà. Et ça c'est vraiment un choix qu'il faut faire quand on écrit pour savoir où on va. Et à partir de là, à force de me pencher dessus,
noms qui ont commencé à apparaître dans ma tête, des images. À force de travailler dessus, puis il y a tout un univers qui s'est créé. Puis j'ai décidé, je vais peut-être me pencher dessus. Puis voilà. Et puis après, j'ai créé tout cet univers. Puis maintenant, c'est plus la musique qui m'a un peu pioché sur des lieux, des événements et tout que l'inverse, quoi. Et donc, d'album en album, maintenant tu racontes cette mythologie que tu as créée un peu presque par hasard, si on peut dire. C'est totalement complètement par hasard. C'était pas cherché du tout. C'est parce que j'ai aucun talent d'écrivain. J'ai suivi aucune formation, rien du tout. Je suis totalement autodidacte dans ce domaine. Donc j'essaie un peu d'écrire quand j'ai le temps des nouvelles autour de certains types, de certains événements marquants de mon univers. Mais j'ai commencé, oui, effectivement, à gribouiller. C'était pendant le Covid, mais effectivement, où j'avais du temps. J'ai gribouillé la première carte de Belloré au dos d'une autorisation de sortie, quoi. Donc, c'est pas mal. Voilà quoi. Donc, c'est vraiment avec des premiers noms, 2-3 villes, un truc un peu global. Et puis après, je l'ai peaufiné avec le temps et j'ai aussi demandé de l'aide à un des guitaristes de Belloré qui malheureusement est pas là ce soir, qui lui est paysagiste, qui a déjà fait beaucoup de dessins urbains, de cartes et tout, et qui est aussi énormément dans l'univers du médiéval fantastique. Du coup, moi, je lui ai filé les brouillons, puis lui a mis vraiment en image toute la carte de Belloré. Non, c'est complètement par hasard et maintenant effectivement j'arrive, en ayant créé les villes, là je lâche à peu près à environ 1200 ans d'histoire à peu près sur mon univers, où il y a pas tout qui est décrit, hein. C'est vraiment de grandes lignes avec certains événements un peu précis sur lesquels je me penche, mais ça permet en fait d'avoir un panel d'événements, de personnages, de lieux. Et quand je compose une nouvelle musique, ce que fait ressentir la musique, des sons, ça crée des visuels un peu, soit de paysages, soit d'émotions. Et puis du coup, je me dis, tiens, ça collerait bien à telle zone, peut-être à tel personnage, à tel truc. Et du coup, effectivement, ça déclenche ça. Puis ça crée une réaction en chaîne qui du coup crée un petit fil conducteur, quoi. Et puis après, voilà, il y a les paroles qui sortent. Et puis voilà, maintenant, je fonctionne plus comme ça. Et d'après tes recherches, études et observations surtout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une époque très connectée, très immédiate, on conserve ce goût et cet intérêt pour le merveilleux, notamment à travers le métal? Quels sont un peu les ponts, je te poserai la question aussi après, mais qui fait que le métal et le merveilleux font aussi bon ménage? Alors, il est vrai que le monde merveilleux, c'est un monde dans lequel on puise depuis toujours. C'est-à-dire que le merveilleux préexiste. Il préexiste aux cultures, il préexiste à la littérature, aux contes, à tout ce qu'on peut connaître, qui peut le véhiculer, mais le merveilleux préexiste. C'est-à-dire que les anciens vivaient dans un monde merveilleux. C'est-à-dire que pour eux, chaque fois que le soleil se levait, c'était un miracle. La lune, avec ses phases différentes, c'était quelque chose d'étrange. Et là, nous sommes dans une période qui est intéressante. On a passé Samaïn, on va vers l'équinoxe. Donc, ce sont des périodes qui ont toujours été redoutées par les hommes, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ces fêtes qui sont devenues très commerciales, comme Noël, etc., Noël Fest, ce sont des moments, en fait, on doit lutter contre cette crainte de la fin du monde, la fin d'un monde, parce que les jours raccourcissent, la nuit devient de plus en plus longue. Dans les mythologies nordiques, on dit que c'était le loup Fenrir, un loup géant qui croquait le soleil peu à peu et qui à la fin, au Ragnarok, la fin du monde, le crépuscule des dieux, dévorerait le monde entier. Donc, pour lutter contre cette frayeur, eh bien, on doit
on doit avoir des activités qui renouvellent justement ce soleil nouveau, etc. Donc, par exemple, l'origine du sapin de Noël, c'était mettre des lumières dans des arbres à l'extérieur. C'était pour attirer justement ces présences féeriques. C'était c'était le tontes de Noël qui partaient au sommet de la colline pour voir se lever le soleil nouveau. C'était toutes ces croyances. On les a intégrées chez soi dans des petits rituels, des rituels liés à Noël, mais ce sont des rituels qui au départ sont liés justement à cette croyance en merveilleux. Et donc, alors, le métal, c'est une musique que je ne connais pas très bien, qui n'est pas de ma génération, mais je pense que justement, ce qui la caractérise, d'après ce que j'ai pu entendre, puis on a discuté, c'est qu'elle se base justement sur ce légendaire profond qui peut s'articuler et qui peut se dévoiler par la musique, par les légendes, par les croyances. Parce que les croyances, quand on dit les croyances, on a souvent le réflexe de dire c'est une croyance, donc c'est pas vrai. Enfin bon. Or, l'être humain ne peut pas ne pas croire. Alors après, on peut ne pas être dupe de ses croyances. C'est-à-dire que je crois quelque chose, je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais en tout cas, je crois quelque chose. On ne peut pas ne pas croire. Et tant qu'avoir une croyance, plutôt qu'avoir une croyance qui nie le merveilleux, autant avoir une croyance qui l'intègre en disant je ne sais pas si les faits existent, mais en tout cas, j'y crois. Ça ne fait mal à personne. Et puis parfois, ça les fait venir. Et Alivoc, qu'en penses-tu parce que les groupes donc, qui font référence, comme je disais en introduction, que ce soit, tu as cité ceux qui sont collés un peu à Tolkien, il y a tous ceux comme les groupes de heavy, surtout, avec toute cette imagerie barbare, mythologique, sorcière, épée magique, malédiction. Est-ce que c'est le côté, justement, impalpable, vivier d'images et d'épopées qui inspire et qui va particulièrement avec la musique? En fait, je pense que au début de l'arrivée de ce lien entre cette imagerie épique et les groupes de métal, du coup, et c'est arrivé après au milieu des années 80. Et je pense que c'est plus l'aspect héroïque que l'aspect fantasy. Enfin, en fait, c'était plus une musique épique, un peu de gros muscles et de bonhommes et de guerriers, en fait, qui a amené il y a énormément de groupes qui s'inspiraient de l'imagerie de Conan le barbare, etc. Et qui ont, même on s'en prend par exemple toute l'imagerie du groupe Manowar. Voilà, c'est un peu le cliché ultime, quoi. Mais bon, c'est les gros muscles, c'est les peaux de bête, etc. Puis il y a un peu ce côté très viriliste, à la fois kitsch, et très kitsch. Les mini-shorts en fourrure. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, au bout de chacun. Hein. C'est les muscles tout huilés et tout, pas un poil sur le caillou. Voilà, effectivement, c'est assez drôle, quoi. Mais en fait, ça a été une porte, peut-être, de cet univers fantastique et médiéval puis héroïque, et je pense que d'autres se sont plus ancrés dans des choses un petit peu plus sombres, comme la sorcellerie, les dragons, les châteaux forts, et c'est du coup effectivement il y a une certaine branche du métal qui est resté dans ses aspirations, et ces groupes-là sont des références vraiment pour tous les groupes qui ont suivi. Par exemple, il y a un groupe de métal qui est la base pour on va dire 60 à 70% des groupes de black metal par la suite, c'est Bathory. Voilà, qui eux s'inspirent notamment sur un album qui est très connu de toute l'imagerie viking, en fait, voilà, et cette imagerie là en fait a découlé après pour les autres groupes sur une imagerie nordique plus globale, voilà, sur à la fois le côté viking et guerrier, mais aussi tout l'aspect nature et tradition qu'on peut avoir dans les pays nordiques, quoi. Et c'est du coup ce qui inclut effectivement en second lieu tout ce qui est fées, lutins, etc., qui sont quand même beaucoup plus ancrés côté nord de l'Europe que Méditerranée, quoi. Ça, c'est en fait, je pense que c'est ces groupes-là qui ont ouvert des portes sur
thème, et ceux qui ont suivi ont pioché un peu à droite à gauche, et c'est aussi ça qui a permis au fur et à mesure des décennies de générer autant de sous-genres. En fait, du métal, du black metal, c'est pas chaque fois il y a une inspiration globale, et les musiciens de manière sont des gens très passionnés, et peut-être qu'en fouillant encore un peu plus, eux ont découvert des choses, voilà, et c'est peut-être ces points de base qui ont enrichi toute la suite du métal qui existe aujourd'hui. Oui, il y a eu vraiment un point de départ et puis ces articulations, un peu comme un cours d'eau on va pas prendre l'exemple des cours d'eau chez Tolkien où il y en a un qui se divise. Il y en a 15 par page. Il y en a 15, voilà, exactement. Et quand on s'aventure dans ces domaines, dans ces territoires, comment on travaille? Comment travailles-tu pour aller à la recherche, comme tu le disais en plus, des contes, des sources, des origines, pour rester précis? De quelle manière travailles-tu? Comme littéralement un journaliste d'investigation, mais c'est peut-être un peu compliqué d'interviewer des elfes, des léprechaunes. Enfin, j'ai l'impression, mais peut-être toi, tu as une technique. En fait, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que pour les interroger, s'entretenir avec eux, c'est un peu compliqué parce qu'ils parlent pas tout à fait notre langue. Ils ont une langue à eux qu'on peut entendre, mais il faut décrypter les choses. C'est un peu bizarre. En plus, on ne peut pas les voir directement. Enfin, on dit que la vision des êtres de l'autre monde, c'est une vision périphérique. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut regarder devant soi, puis on les voit apparaître à l'orée de sa vision. Et ils ont une façon de s'exprimer qui est très particulière. Ils ont des langues différentes, mais des langues qu'on peut comprendre. Mais il faut se mettre dans un état un peu spécial, un état de demi-sommeil, en quelque sorte, dans lequel on ne sait pas trop si on a rêvé ou si on avait ressenti quelque chose. D'ailleurs, on le voit dans des contes, dans des légendes, qui à ce moment-là ont été transcrits soit de façon écrite, soit de façon orale. L'oralité préexiste, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, pour ça que quand on lit un conte ou une légende écrite, il faut toujours n'y voir qu'un point de vue sur cette légende, et puis rechercher ce qui s'est passé avant. On trouve toujours des sources plus anciennes. Et par exemple, il y a cette légende écossaise de Thomas Dreamer qui effectivement s'était endormi sur un tertre. Les tertres sont dans les pays, que ce soit en Écosse ou en Irlande, sont les demeures des Shis et des Cid qui vivent en dessous. Et s'étant endormi sur ce tertre, il a entendu la voix effectivement des elfes, les Shis qui parlait, qui faisait de la musique, une musique tellement fabuleuse au réveil, il ne savait pas s'il avait rêvé ou s'il avait entendu vraiment quelque chose, mais il avait reçu le don de faire une musique sublime, la musique des elfes. C'est comme ça Thomas Dreamer, ensuite, allait de château, et puis il émerveillait tout le monde, jusqu'au moment où, effectivement, il était prisonnier des elfes, parce que quand on commence à... Alors, prisonnier, quand je dis prisonnier, c'est pas le vrai terme, parce qu'on a l'impression que ce sont des êtres qui vont vous mettre en cellule, tout ça. Non, mais leur monde est tellement merveilleux que, effectivement, on se laisse facilement emprisonner par eux. Et après, c'est très difficile d'en repartir. Et Thomas Dreamer, justement, après avoir séduit toutes les cours par la beauté de sa harpe et de ses musiques, s'est retrouvé parti en pays de féerie, on ne l'a plus jamais revu. Et d'ailleurs, très souvent, les gens qui disparaissent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Et puis, en fait, on ne sait pas trop où ils sont. Et beaucoup sont justement prisonniers des fées, tout comme les marins qui meurent en mer, on sait bien qu'ils ne meurent pas vraiment, ils sont prisonniers des prisonniers d'amour, de sirènes qui vivent dans des palais immergés, des palais fantastiques, ces palais sont décorés avec du vrac, avec des poissons, avec des coquillages, et ils sont tellement bien qu'effectivement ils ne reviennent pas. Voilà. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, peut-être pas, mais c'est pas grave. Si, mais apparemment, toi, tu t'es pas encore fait... Ah, qui sait peut-être. On te laisse sortir, c'est gentil. C'est peut-être un émissaire, hein, c'est pas. Peut-être. Si jamais on ne sort pas de cette salle, on saura d'où ça vient. Tu parlais donc de Tolkien, toi, au niveau des lectures et de l'inspiration
fondatrice, on peut dire. Ça y est, ça commence. On essaye de s'enfuir. Non. Inspiration générale, c'est au niveau des cartes, au niveau des univers. Quelles sont tes autres inspirations? Il y a quelque temps, il me semble que tu as parlé du sorceleur, par exemple, mais je veux pas risquer de... Oui, si. Moi, par contre, je ne me risquerais pas à prononcer le nom de l'auteur. Donc, Andrzej Sapkowski. Voilà, merci. Voilà. Je me suis entraînée. Mais oui, entre autres, effectivement, ce que j'apprécie dans ce qu'a écrit Monsieur Ski. Monsieur Sapkowski, on peut dire Monsieur Sapkowski. 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 Alors, déjà que je suis bègue, alors vraiment, pas me demander trop. C'est ce côté vraiment, cet héros qui cherche pas forcément à l'être et on l'interprète un peu comme un héros, en fait, mais il y a pas grand-chose qui finit bien, en fait. Non, mais il a tout de l'anti-héros en lui-même. Il a tout de l'anti-héros et effectivement, c'est le côté très sombre et très dramatique. Quand on lit, il y a des événements qui se passent, qui sont durs. Il y a un début de lumière qui apparaît. Et du coup, dans une certaine logique ou dans ce qu'on a peut-être l'habitude de voir si pour avoir une résolution, voilà, très résimeuse. Mais non, il y a un autre coup derrière la nuque qui fait que non, il finit pas bien, quoi. Et on comprend que ça finit pas bien parce qu'effectivement ça aurait été bizarre que ça finisse bien, quoi. Donc il y a ce côté très un peu terre à terre dans un milieu fantasy, en fait. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Après il y a d'autres univers. L'univers, moi, pour Belloré, je m'inspire beaucoup de l'univers de Warcraft, le jeu vidéo du coup de World of Warcraft, où il y a tout un lore depuis maintenant 30 ans sur ce jeu, et qui est agrémenté à côté du jeu par des auteurs qui sont du coup officiels, voilà, et validés par la société, notamment une autrice, Christy Golden, que j'adore, et qui a sorti beaucoup de livres qui parlent vraiment, qui rentrent en profondeur sur l'histoire de certains personnages et tout. Et moi, ça fait partie justement des bouquins où je me suis plongé dedans, alors que c'est tiré d'un jeu vidéo, quoi. Et justement, c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures. C'est une époque, un peu trop peut-être, mais qui justement, c'est d'avoir ce lore à côté en plus, qu'on n'a pas forcément de disponible quand on joue. Ça permet de faciliter l'immersion dans le jeu. Enfin, moi, ce qui m'importe beaucoup, l'immersion, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est important pour moi, et c'est pour ça que j'essaie de développer aussi un lore à côté de la musique, parce que pour ceux que ça intéresse et pour ceux que ça importe aussi, quand ils connaissent l'histoire autour d'un titre et qu'ils écoutent le titre, ils arriveront peut-être à mieux comprendre ce que j'avais en tête ou ce que je voulais projeter, en fait, ce que je voulais proposer. Après, rien n'est fermé dans la musique. Il y en a beaucoup qui... moi, j'ai eu une fois une femme qui est venue me voir ça après un concert, qui me dit « Ouais, j'adore tel titre, ça me fait penser à des grandes plaines, ça me fait penser à quand j'étais petite avec mon père dans les prairies et tout », alors que c'est juste une famille royale qui se fait complètement cramer par un dragon, et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'est une destruction totale d'une cité, d'une dynastie et tout. Oui. Voilà, quoi. Mais elle, ça lui faisait penser ça, et ça lui faisait plaisir, donc je ne l'ai pas contredit, hein. Mais c'est gentil quand même. Voilà, mais du coup, voilà, parce que c'est pour ça que je dis très bien, il y a des personnes qui interprètent ça différemment, et ça c'est propre à chacun, et puis voilà, donc j'essaye de m'inspirer un peu de ce que j'apprécie à droite, à gauche. Il y a aussi l'univers de, je ne sais plus si c'est Steve ou Steven Erikson, qui a écrit du coup le livre Malazéen, qui sont de gros livres. Il y a 7 ou 8 tomes
qui font tous entre 1000 et 3000 pages. C'est assez dur à lire, c'est assez compact. Mais du coup, effectivement, il y a des groupes comme Caladan Broad, un groupe américain qui tire leur musique de cet univers-là, qui est très très riche. Et donc voilà, il y a beaucoup d'univers. Ouais. Comme ça, je suis pas très ancré dans un seul, et j'essaye de prendre un peu des petites idées, des petites situations, des personnages, des trucs, pour me dire, tiens, ça me plaît, ça me plaît, je vais essayer de faire un petit melting pot, et puis voilà, quoi, puis on verra. Oui, tu t'appropries ton propre univers à partir de toutes ces traditions. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour la rencontre autour de Stephen King, si vous n'étiez pas là, on disait qu'il y a un certain mépris envers la pop culture. On disait Stephen King, c'est pas de la littérature, que disent encore certaines personnes. Le métal, c'est pas de la musique. Le jeu vidéo n'est pas une culture. Et si justement on peut s'inspirer, certains jeux vidéo sont inspirés de folklore, tradition et autres, et nourrissent tout un imaginaire. World of Warcraft est certes un fantastique gouffre à heures, mais il y a un univers qui est prolongé par des livres, donc voilà, on s'y retrouve. En parlant de livres, je me souviens d'un livre qui a été publié il y a un certain nombre d'années, donc par tes soins, qui était Contes et légendes de France aux éditions Pygmalion. Et c'était une incitation à un retour aux sources un peu populaires, folkloriques de notre pays. Donc folklorique, c'est dit évidemment sans la moindre notion péjorative, qu'on s'entende bien. C'est pas un petit peu étrange qu'on ait une meilleure connaissance, ou du moins le croyons-nous, meilleure connaissance des contes scandinaves et germaniques que de notre propre territoire? Oui, sans doute. Alors, c'est vrai que quand on parle de répertoire de contes et légendes, il faut plutôt parler de contes et légendes d'origine européenne, au sens parce que, en fait, ces contes, ils n'ont pas de frontières en réalité, donc on les trouve sous différentes formes, que ça soit en France, en Allemagne ou dans les pays nordiques. Alors, il y a des spécificités. C'est vrai que les contes d'origine suédoise, par exemple, vraiment le nord de l'Europe, ce sont des contes qui mettent en scène des personnages qui sont différents. Enfin, je veux dire, bon, par exemple, les lutins sont typiquement français, par exemple, plutôt bretons d'ailleurs d'origine. Les goblins ou hobgoblins sont plutôt celtes, plutôt en Angleterre, etc. Donc c'est vrai, quand j'ai fait cette collection, quand j'ai écrit ces livres de contes et légendes, c'était plutôt un répertoire européen, mais plutôt vers chez nous, quoi. Donc c'est vrai. Mais je me suis intéressé à reprendre des contes qui étaient connus par Perrault, les frères Grimm, tout ça. Par exemple, il faut savoir que les frères Grimm, donc qui sont au départ plutôt de culture allemande, enfin, sur des Allemands, mais leur principale source d'inspiration, de collectage de contes, c'était une Française qui leur a fourni un nombre incroyable de contes qui sont retranscrits après dans leurs ouvrages. C'est vrai que les contes de Grimm, c'est vraiment une référence absolue parce même s'ils sont écrits, ils sont très très proches de cette tradition orale. Et ils ont conservé ce qui n'est pas le cas de Perrault, par exemple, ou encore moins d'Andersen. Ils ont conservé ce mystère du conte. C'est-à-dire que le conte, c'est quelque chose qui est crypté. C'est-à-dire qu'il y a un langage initiatique derrière le conte. Il y a un langage symbolique. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est très particulier et que les conteurs, les vrais conteurs, ceux qui incarnent le conte, connaissent bien. C'est-à-dire il y a toujours des mots pour rentrer dans le conte, et il y a des mots de sortie, par exemple. Et après, il y a des choses bizarres. Par exemple, Tire la chavillette et la bobine Alchera, les enfants qui entendent ça ne savent pas du tout ce que ça veut dire. En fait, il y a un sens, bien sûr, mais le fait de passer par des formules, des formulettes mystérieuses, ça fait partie justement du monde du conte. Et en fait, le conteur, c'est un peu un passeur d'histoire, mais c'est aussi un chaman. C'est-à-dire que le conte saisit le conteur et se raconte à travers le conteur. Donc, il y a un côté chamanique, ce qui fait que on ne compte pas impunément. C'est-à-dire que le conte nous travaille, et quand on transmet le conte, le public, quand c'est un public ou quand c'est autour d'une veillée, etc., il
il y a quelque chose qui se passe, il y a un mystère qui fait que ça nous nourrit intérieurement et ça nous permet d'associer, comment dirais-je, des parts de nous-mêmes qui sinon ne sont pas visitées. Alors, ce que Jung appelait l'animus, l'anima, l'ombre, etc., le soi, mais ça se fait naturellement. Voilà, c'est ça qui est beau dans le conte. Quelle que soit sa tradition, que ce soit une tradition européenne ou autre, il y a quelque chose qui se remet en place en nous et qui nous restaure, en fait, qui restaure notre image de nous-mêmes et l'image des autres vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a quelque chose de mystérieux aussi. Et tu viens de citer Jung. C'est amusant, logique aussi que tu parles de Jung, puisqu'il y a une certaine universalité dans les thèmes des contes, même si, comme tu viens de le dire, il y a des différences régionales, territoriales, culturelles, entre Celtes, Bretons, etc. Mais on retrouve des thématiques entre un conte polonais, un conte français et un conte argentin. Oui, d'ailleurs, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à détailler les différents aspects d'un conte. C'est-à-dire qu'il y a toujours le roi qui, lui, ne bouge pas, qui dans un royaume qui, généralement, ne va pas bien. Une princesse qui incarne un peu, d'autre part, d'anima, qui est soit malade, soit a besoin de l'eau de la vie parce que sinon elle va mourir. Le héros qui est envoyé pour chercher cette eau de la vie. En chemin, il rencontre des sorcières ou des ogres. Il a des épreuves à traverser. Enfin, il y a tout un schéma narratif avec différents schémas narratifs, mais enfin qui sont pas alors qui sont universels, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on les retrouve un peu dans toutes les traditions, ils ne sont pas extensibles, c'est-à-dire qu'on peut trouver ces mêmes schémas un peu dans tous les types de contes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces schémas, en fait, ils correspondent à ce que Jung appelait les archétypes, c'est-à-dire que des parties de nous, là on part dans quelque chose, dans une vision un peu psychologisante, mais c'est vrai que c'est assez important d'en parler, c'est-à-dire que c'est des parts de nous-mêmes qui sont universelles et qui permettent encore une fois, sans avoir l'intention de nous réunir avec nous-mêmes, avec toutes les parts de nous-mêmes, parce que nous sommes multiples. Quand l'identité, en fait, c'est un peu un leurre, parce que cette identité, on est beaucoup, on est plein à l'intérieur de soi. Je ne suis pas tout seul dans ma tête. Hein. Et c'est vrai que ces êtres qui nous habitent, ces parts de nous-mêmes qui nous habitent, il y a un moment, il faut quand même mettre un peu d'ordre là-dedans, sans censurer quoi que ce soit. Il faut que les parts d'ombre, elles existent, mais qu'elles restent un peu à la cave, parce que sinon, si elles débordent, ça peut être dangereux. Il faut que les parts solaires, elles existent aussi, mais il ne faut pas non plus qu'elles éblouissent, qu'elles soient par leur toute-puissance. Enfin, et donc, le conte permet de restaurer tout ça. Voilà, c'est une magie à la portée de tous. Il suffit de se laisser porter par elle et puis de se laisser aller. Elle évoque ce que vient de dire Édouard, ça pourrait tout à fait s'appliquer au métal, avec ces parts d'ombre qui peuvent s'exprimer, qui ont un espace codifié, en tant qu'en tout cas que public, que ce soit public ou musicien, qui peuvent s'exprimer, et parfois une part solaire avec des parties plus lumineuses, comme ce qu'on retrouve dans ta musique. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ? Alors oui, ça après effectivement, dans le métal, il y a des parts d'ombre. Il y a effectivement, quand on parle de parts d'ombre dans le métal est perçu quand même comme une musique, par exemple, comme un truc très violent, avec des propos, des textes très violents. Dans le black metal, c'est pas souvent le cas. Le black metal est quand même prédominé par une culture folklorique, mais pas que. Mais dans d'autres branches, effectivement, du métal, ça peut explorer des parts plus psychologiques, de torture psychologique, etc., notamment dans le death metal. Enfin, c'est un domaine, c'est un milieu qui me parle moins et que je connais moins. Mais par exemple, dans les groupes français, il y a le groupe Benighted, qui est un groupe de brutal death. Alors déjà, ça donne le nom, voilà. Ça pose le truc. Et effectivement, où le chanteur est parolier, lui, dans ce métier, il est infirmier en hôpital psy. Et c'est du coup, ça lui donne un panel d'expériences et d'écriture à retranscrire dans ses textes, quoi.
Après, j'ai pas très bien compris ce que tu me demandais par rapport à ces phases d'ombre et de lumière, la question. Qu'on retrouve, je vais le formuler plus clairement, c'était très clair dans ma tête, mais c'est pas toujours, on est quelques-uns aussi. Que le conte permet d'extérioriser une certaine part sombre qu'on a, comme disait Édouard, tous et toutes en nous, qu'on le veuille ou non, qui s'équilibre avec une certaine part de lumière. Et c'est ce côté justement ritualisé d'un espace en fait permis où on peut exprimer cette part d'ombre, donc par des cris, par une apparence assez violente, par des codes aussi, et puis ressortir tranquillement, prendre sa petite voiture et reprendre sa vie. Effectivement, alors oui, je suis totalement d'accord pour certains musiciens et certains artistes, c'est un véritable exutoire. La musique, le chant, les concerts, réussir à produire ce concret, ce qui bouillonne pour certains à l'intérieur de nous, qu'on a envie de crier au monde, mais sauf que si on le crie à 8h du mat devant la gare SNCF, on se fait embarquer, quoi. Donc trouver un cadre qui nous permet de l'exprimer et d'avoir surtout des réceptacles en face et que ça parle à d'autres personnes qui comprennent la musique. Ça crânien, ça permet aussi des fois à l'artiste qui part parfois seul et isolé, qui écrit ça vaut aussi bien musicien comme écrivain, voilà, qui crée tout son univers, tout qui couche, que ce soit sur papier ou en musique, ses émotions, voilà, de se rendre compte des fois qu'il n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes en face qui sont réceptives. Après, il y en a pour d'autres où c'est juste du folklore et c'est juste plaisant de parler de ces univers et tout, et ça va pas chercher plus loin. C'est après, chacun le gère comme il veut. Dans le milieu du métal extrême, le pourcentage quand même de groupes de black metal, le black metal est très lié au satanisme, à la culture du mal, à la culture du démon et tout. La part de musiciens qui croient vraiment dur comme fer est très faible. Très très faible. C'est essentiellement que du folklore qui plaît. Faut pas se leurrer, quoi. Mais effectivement, les musiciens qui croient vraiment, quand on les croise, quand on les voit, ça se voit la différence. Je vois des groupes comme Watain, voilà, groupe nordique, qui ont une vraie culture du satanisme, voilà, qui sur scène font tout un rituel. Pour eux, les concerts, c'est un véritable rituel. Il y a vraiment des bougies de partout. Il y a un rituel d'introduction avant le concert, un rituel de sortie, et le chanteur et les membres sont vraiment pris dedans. Et après, il y a eux poussent le bouchon jusqu'à, dans chaque ville où ils vont, s'ils récoltent du sang de cochon et tout, qui balance sur le public, etc. Voilà. C'est pas très vegan, ça. Non, exactement. Ça, c'est pas très vegan. Mais dans certaines villes, il y a eu des associations qui ont tenté de faire interdire ces concerts-là, justement, pour ça, quoi. Bon, cela dit, si le cochon est déjà mort. Oui, mais bon, c'est après, en fait, il y a eu, alors ça, je vais pas dire que c'est une vérité, parce qu'il y a toujours des faits, puis des on-dit dans le milieu, voilà, le côté mythe, voilà. Le côté mythe, effectivement, c'est un groupe qui ont beaucoup de fans à travers le monde, et qui ont un peu des fan clubs un peu locaux, qui s'occupent de récupérer du sang sur des animaux dans le coin et tout, voilà. C'est après. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais connaissant un peu connaissant par le biais d'autres personnes les loustiques. Oui, il peut que ce soit pas totalement folklorique. Voilà. Ça fait partie des quelques peu faibles pourcentages où j'avais eu la chance ou la malchance de les croiser une fois en backstage au Hellfest. C'est comme ça. Je suis pas allé leur dire bonjour, quoi. Voilà, c'est juste. Voilà, ça donne pas envie. Eux, par rapport, eux sont, comme tu dis, le petit pourcentage, mais le reste, effectivement, contrairement à l'image, c'est plus, comme tu le disais, de l'imagerie, du folklore, des atours, en fait. Oui, voilà, ça va pas au-delà de proposer cette imagerie en live, quoi. Ça va pas plus loin, puis tant mieux, quoi, parce que
Parce que, enfin, dernière petite anecdote sur Vatten, je pense que j'ai un ami batteur qui a tourné avec un autre groupe, avec ce groupe-là dans le tourbus, et puisque cet autre groupe avait du merch, pas de Dieu, pas de Satan, etc., voilà, qui était un peu entité divine, quoi. Ils ont eu de gros problèmes, d'énormes problèmes physiques pendant dans la tournée, quoi. Donc c'est allé très loin. Voilà. Donc c'est ça effectivement la plupart juste sont très satisfaits de proposer cette imagerie, et puis tout, faut savoir aussi qu'on a tous, enfin, la musique, c'est pas un métier pour la plupart de nous, quoi. On a tous nos vies à côté et tout, puis ça permet effectivement je rebondis sur le début de la question, de permettre d'avoir un petit exutoire par rapport au quotidien, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on a moins peut-être ces risques à des soirées de lecture de contes, à des rassemblements, c'est peut-être plus tranquille. Ou comment se perdure la tradition des conteurs aujourd'hui, sang de cochon ou pas sang de cochon? Alors le conte, l'art du conte est encore aujourd'hui méconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas suffisamment, en tout cas, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que souvent le conte d'une soirée conte, déjà, beaucoup de gens croient que les contes sont destinés aux enfants, Oui, c'est vrai. alors que non, ils sont destinés aux êtres humains. Les enfants ont le droit de les écouter, bien sûr, c'est même conseillé, mais c'est pas pour les enfants. Les contes s'adressent à tous, à nous tous. Ensuite, beaucoup de gens croient que les contes, on les lit. Non, on les lit pas, on les raconte. C'est une tradition orale. D'autres disent, bon, d'accord, c'est lu, mais c'est dit, mais c'est un peu comme au théâtre, c'est-à-dire que tu connais ton conte, tu le racontes par cœur, mais non, surtout pas. C'est pas un texte. D'ailleurs, on dit que les conteurs sont de mauvais comédiens. C'est pas vrai, mais enfin bon, on dit que les bons conteurs sont de mauvais comédiens, inversement. Alors c'est pas vrai, parce qu'on peut être bon comédien et bon conteur, ça existe, bonne comédienne, bonne conteuse, mais c'est que le processus n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que quand on est sur scène pour une pièce de Racine, il ne faut pas se tromper d'un vers, parce que sinon tout s'écroule, quoi. Donc c'est ton alexandrin, etc. Alors que le conte, il ne faut surtout pas le dire. Alors de grands ancêtres comme Henri Gougaud racontaient leurs contes au cordeau, et puis quand on lisait le livre, c'était exactement la même chose, mais c'est une exception, parce que lui était écrivain et parolier de chansons avant d'être conteur peut-être. Mais le conte, c'est quelque chose on parle d'un canevas, on parle d'une histoire qui préexiste, mais cette histoire, en fait, elle n'a pas de chair. Le conte, quand on prend, je disais tout à l'heure qu'on avait répertorié différents motifs de conte, c'est vrai qu'on peut prendre un squelette de conte, il n'y a pas de chair, mais ça raconte quelque chose de très symbolique. Mais il faut y mettre de la chair, sinon ça ne correspond à rien, c'est évanescent. Et cette chair, c'est le conteur ou la conteuse qui, dans l'instant présent, va y mettre quelque chose de soi. Et chacun peut écouter le conte et laisser résonner justement en soi ce que c'est. Alors on prend moins de risques qu'effectivement en s'aspergeant de sang de cochon, mais ce risque, il se situe ailleurs. C'est-à-dire que ce risque, il est de se mettre en question aussi. Et puis, il faut voir que dans les contes, les grands contes interrogent les tabous, interrogent les interdits. Des contes comme, par exemple, le Petit Chaperon Rouge, c'est un conte qui parle justement de transgression. Il y a un érotisme derrière. D'ailleurs, ça a été utilisé après pour des relectures du conte, mais il y a un érotisme avec cette rencontre avec le loup qui est tout sauf prude. Et donc, voilà, la grand-mère, c'est un peu... Bon, voilà, c'est le loup, quoi, la rencontre avec le Petit Chaperon Rouge et le loup. Ou bien dans les femmes de Barbe Bleue, je veux dire, ces femmes qui sont suspendues comme ça dans une chambre, c'est quand même assez effrayant. Ou bien On a la Belle au bois dormant aussi. Belle au bois dormant, oui. Alors on dit aujourd'hui qu'effectivement c'est un viol parce que le prince l'a embrassée, ou plus. D'ailleurs, ou plus parce que dans les traditions les plus anciennes, donc elle ne se réveille pas tout de suite, mais elle fait plusieurs enfants tout en étant endormie. Donc un baiser ne suffit pas, à mon sens, pour faire des enfants. Donc il y a tout cet arsenal
de tabous, d'interdits, de transgressions qui sont évoqués par les contes. Mais justement, ils sont évoqués à travers des histoires qui n'ont l'air de rien et qui en fait parlent de tout cet aspect. Pour ça que donc il y a eu ce livre, là aussi qu'on cite un peu de façon importune, Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim. En fait, le problème de ce livre-là, qui est intéressant par ailleurs, mais c'est qu'il fige l'interprétation. Et le conte ne se résume pas à une interprétation. On ne peut pas dire, par exemple, Podane, c'est uniquement une question d'inceste ou de fascination de père pour sa fille. C'est bien autre chose. Mais cela dit, ça traite de ça aussi. Et sa façon. Mais ça traite surtout de cette résilience de Podane, la jeune fille qui, justement, en se transformant en animal, là aussi, ça évoque l'âne d'Apulée. Enfin, il y a différents textes anciens qui parlent de ça, arrive à échapper à cette attraction, justement, du père qui veut la figer dans une représentation de la mère défunte. Donc, les contes font tout ça aussi. Oui, donc il faut bien se garder, quelque part, n'avoir qu'un prisme de lecture, puisqu'un conte, que tu disais que le conteur, les conteuses sont des médiums, des vecteurs. Il y a autant de sens que de personnes et que de moments aussi où on les entend et d'auditoires. Oui, à chaque fois. C'est-à-dire que le conte, il faut le laisser vivant. Il est libre, il vient, il part. Parfois, il ne veut pas se raconter, d'ailleurs. Et donc, le conteur est bien embêté parce qu'il va raconter un conte, mais le conte se refuse. Et puis, il y en a un autre qui vient. C'est pour ça que quand les conteurs ont un répertoire assez riche, parce qu'ils ne savent jamais les contes qui vont se présenter. Voilà. Et il faut laisser la place au conte. C'est le conte qui se raconte à travers le conteur, qui doit très humblement s'effacer au profit de ce qui, à travers lui, se dit. Et même si dans la musique, les paroles sont écrites à l'avance, voilà, c'est un côté assez formaté, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer certains groupes, notamment comme le tien, et d'autres qui sont dans cette tradition folklorique, encore une fois de manière absolument pas péjorative, un peu comme des nouveaux bardes et des conteurs, alors certes avec un petit peu plus de décibels que le conteur autour du feu, mais des personnes qui font perdurer ces traditions en les réinterprétant, en les enrichissant, etc. Parce qu'en fait, les métalleux ne sont pas les nouveaux bardes. Oui, alors si je chante autour du feu comme je l'ai chanté ce soir, il y a plus de feu. Plus de feu, il y a plus grand monde. Il y a des animaux qui sortent et puis c'est tout, quoi. Mais oui, en fait, c'est des nouveaux bardes. Je pense que ça peut apporter, c'est un autre biais pour apporter certains contes et légendes vers un public qui ne va peut-être pas chercher ailleurs. Voilà. Qui n'a pas l'habitude de lire, qui ne s'y intéresse pas forcément et en fait qui apprécie par exemple énormément la musique en s'intéressant aux groupes qui vont découvrir qu'en fait ça parle de ça parle de ça. Il y a en France, on a quand même une bonne culture de conter légendes locales dans beaucoup de groupes. Il y a le groupe Auvergnat Auriat qui du coup traite beaucoup de contes de leur région et qui moi, par exemple, j'ai appris l'existence de contes sur le titre L'infâme Sorimonde avec le Sorimonde et le peigne d'or, etc. de femmes qui se coiffent dans la rivière, qui se fait abattre par un chasseur, etc. Et du coup, il se fait maudire sur plusieurs générations. Il y a tous ces contes et légendes comme ça qui ont d'ailleurs été mis en compte aussi par Quentin Fourreau qui vient demain, quoi. Et c'est du coup ça permet effectivement d'avoir un nouveau support, peut-être plus actuel pour certaines histoires et ça. Après, oui, je sais pas si on peut dire barde, parce que du coup, le terme est vraiment approprié, quoi. Mais bon, c'est vrai c'est difficile, notamment dans Belloré, à travers le chant, du coup, black metal, qui est très criard, où il y a quand même pas une vraie volonté de se faire comprendre, hein. Faut pas se le cacher, quoi. Voilà, quoi. C'est pas le but. Le but de ce chant, moi notamment l'approche que j'ai dans Belloré, où il y a
c'est d'avoir un contraste entre la musique et les orchestrations qui peuvent paraître assez belles, très mélodiques, etc. Et d'avoir justement en contraste un chant assez criard et agressif, et pour avoir constamment ce jeu d'ombre et lumière en fait dans la musique. Mais du coup, c'est effectivement, il y en a beaucoup qui chantent en chant clair, etc., qui ont vraiment envie de mettre en avant les histoires. Ce qui faudrait, ce serait avoir un mur d'images avec les sous-titres en direct et tout, en fait, pour vraiment faire comprendre aux gens. Mais je pense pas que le concert, ce soit l'objectif premier d'un concert. Il faut peut-être garder en tête que la musique, mais est censé quand même être le premier objectif d'une représentation de groupe sur scène. Après, si le groupe décide que non, c'est pas la musique, nous, ce qu'on mettra en avant, c'est un texte, une histoire, et la musique, ça permet d'accompagner le reste. Alors là, oui, quoi. C'est comme Cataedes le font. Voilà, quoi. Donc, ça dépend de l'approche, mais globalement, on peut parler un peu de barde moderne. Est-ce que vous avez des questions, remarques? Je crois qu'on a un peu débordé sur le timing. Donc, tant pis, vous serez privé de questions et de remarques, mais vous pouvez continuer après. Et je précise que le libraire est toujours là, avec des titres d'Édouard Brazé, et puis il y aura ton merch de Belloré tout à l'heure. Donc, merci Édouard, merci à Livoc, et merci à vous, en espérant que petit peuple vous laisse partir.